Ok, c'est passé, je suis ici, sur ce côté. Je pense que je suis ici. Donc, salut à tous, bon retour sur notre plateforme. Aujourd'hui, nous continuons notre conversation sur l'usage des méthodes électriques pour euh, une amélioration de notre technique d'agriculture. Voilà. C'est pas vraiment une amélioration de notre technique d'agriculture, mais une façon pour nous de vous montrer comment est-ce que vous pouvez utiliser la géophysique à l'agriculture, pourquoi pas aussi dans d'autres sciences environnementales. Nous avons commencé la dernière fois avec la discussion et aujourd'hui nous allons euh, continuer et arriver à la fin de cette partie où nous présentons la science qui est derrière ce que nous voulons implémenter avec nous, à savoir la géophysique appliquée à l'agriculture. Et puis, dans les prochaines séances, très certainement, nous allons avoir un petit cas de figure où nous allons prendre quelques données synthétiques, essayer d'implémenter quelque chose avec ces données et essayer de vous montrer un peu comment, à partir des données traitées, on peut avoir des orientations sur le champ d'agriculture en Hollande, sur le terrain où vous implémentez, où vous allez vouloir peut-être implémenter la même stratégie ou alors la même approche. Donc, aujourd'hui, nous allons principalement parler de l'induction électromagnétique. C'est un, c'est un phénomène qui me plaît beaucoup pour ce que ça vaut. Certains diront que c'est compliqué, d'autres diront que c'est juste une question de temps. Moi, je vais dire, c'est pas compliqué, mais c'est pas simple. C'est pas compliqué parce que quand on se donne le temps d'appréhender certaines notions, les notions à venir deviennent simples à assimiler et puis c'est comme une chaîne. Imaginez-vous, imaginez la structure d'une pyramide. Si la base a été bien conçue, il y a de fortes chances que le sommet puisse résister. Mais si vous ratez la base, si vous ratez les calculs de la base, vous allez rater les calculs de toute la structure. Donc, c'est un peu ça. L'induction électromagnétique, pour moi, c'est un domaine passionnant. En fait, les phénomènes qui portent sur l'électromagnétisme, ce sont en général des phénomènes très passionnants parce que quand vous n'avez pas encore pris connaissance ou bien pris conscience de ce que c'est l'électromagnétisme, ça paraît abstrait. Et puis, vous suivez une lecture, ou alors vous suivez une présentation, vous suivez quelqu'un parler de ça, et vous vous rendez compte que l'électromagnétisme, c'est ce qu'on vit au quotidien. Pour vous, en train de regarder, en train de suivre la présentation maintenant, l'image qui vient de l'écran et qui est perçue par votre œil, cette, euh, euh, cette capacité-là qu'a votre œil d'identifier l'image peut se décrire avec l'électromagnétisme et le champ de spectre. Alors, c'est tellement passionnant que euh, quand vous vous documentez sur le sujet, vous vous rendez compte que c'est une réalité, c'est quelque chose que vous vivez chaque jour. Donc, ici, aujourd'hui, nous allons voir, ou bien nous allons discuter brièvement de la généralité en termes d'électromagnétisme dans la géophysique. Et nous allons voir comment est-ce que c'est utilisé dans les sciences agricole. Mais avant d'arriver là-bas, je voudrais juste rappeler pour ceux qui viennent de nous rejoindre, si vous nous rejoignez aujourd'hui, alors si
vous n'avez pas eu la notification vis-à-vis de la précédente vidéo, nous allons monter deux vidéos. Une qui est axée sur les fondamentaux de la tomographie électrique et une autre vidéo où on revient toujours sur certaines notions fondamentales de la tomographie électrique, mais on essaie d'entrer dans les applications, comment est-ce que on peut envisager d'appliquer ces méthodes dans l'agriculture industrielle et semi-industrielle. Et en passant, nous avons aussi d'autres vidéos. Nous avons eu dans le passé une conférence qui portait sur la... Nous avons eu une conférence qui portait sur les catastrophes naturelles. Et pendant cette conférence-là, nous avons abordé pas mal de bonnes notions qui peuvent vous intéresser, juste au cas où. Donc, aujourd'hui, euh, je dis d'abord merci à ceux qui prennent le temps de suivre cette courte présentation. C'est pas facile de prendre 13 à 15 minutes de son temps pour écouter quelqu'un parler de quelque chose qui peut être à nouveau ou peut-être quelque chose qui est trivial. Donc, pour ceux qui suivent, nous vous remercions et puis nous vous invitons, pour ceux qui n'ont pas encore fait, à s'abonner à nos chaînes et à nos plateformes. Parce que très constamment, nous postons, nous publions des choses qui peuvent être intéressantes pour vous. Et n'hésitez pas aussi à nous contacter si vous avez une question particulière que vous souhaitez aborder avec nous, pourquoi pas, au cours d'une conférence, si vous voulez. Ou alors, euh, si c'est une question que vous êtes en train de traiter et vous avez peut-être besoin de l'avis d'une tête externe. Vous avez peut-être vous avez besoin d'une grande expertise, vous avez besoin de l'avis d'un agent externe, vous avez une personne qui est extérieure à votre activité. N'hésitez pas à nous contacter. Donc, au programme, nous voyons les généralités sur l'induction électromagnétique. Nous allons brièvement parler de l'instrumentation ici. Je ne vais pas trop vous casser la tête avec ni une, c'est pas, configuration qui peut exister pour la prospection électromagnétique ou alors l'appareillage utilisé dans les travaux portant sur l'électromagnétisme. Je vais juste vous décrire un peu comment est-ce que c'est en termes de design. Qu'est-ce qu'il faut? Un transmetteur, il faut un receveur, il faut un encodeur, décodeur, tout ça. Et on va aussi juste parler, je n'ai pas ajouter de diapos pour le traitement de données, donc je vais aussi juste parler du traitement de données. Et même à ce niveau, je vais juste vraiment, de façon très, je vais dire, superficielle, parler du traitement de données. Ensuite, nous allons aussi parler de, des applications en agriculture. Donc, sans trop tarder. Oh oui, avant de parler de l'induction EM, je me rappelle la dernière fois, je vous disais, lorsqu'on parle de méthode électrique, il n'y a pas que la résistivité. Je pense que je vais commencer à vous parler de la polarisation induite. Et je ne sais pas si j'ai fait mention de la polarisation spontanée, mais c'est la troisième méthode qui est peut-être bon à savoir. La polarisation induite, je vous disais tantôt, c'est lorsque vous faites la tomographie électrique, vous avez votre résistivimètre, alors votre instrument qui vous permet de mesurer la conductivité, la résistivité de votre région. Si vous lancez le résistivimètre, il est en pleine tension, il envoie le courant dans le sol, des électrodes sont utilisés pour mesurer la différence du potentiel. À partir de ces valeurs, on induit ouais, je veux dire, on induit par la résistivité. Le résistivimètre lui-même calcule la résistivité en fonction de la configuration que vous avez donnée, en fonction de euh, l'espacement minimal entre les électrodes et en fonction de la longueur de votre câble, il sait combien il calcule la résistivité et il connaît à quel point il a mesuré cette résistivité. Lorsqu'il est en train de fonctionner, si jamais vous coupez le courant,
Ce qui se passe, c'est que le courant qui a été induit dans le sol ne va pas spontanément se décharger. Donc, il ne va pas se dissiper spontanément. Il va graduellement se dissiper jusqu'à ce que les électrodes ne puissent plus mesurer une différence de potentiel causée par l'injection, causée par ce courant qui a été injecté. Le temps pendant lequel il se dissipe est le temps pendant lequel les électrodes toujours en place sont utilisées pour mesurer la polarisation qui se produit au sein des matériaux présents dans le sol. Et cette polarisation-là est contrôlée par la conductivité des matériaux, mais aussi par la polarité des matériaux. Donc, comment est-ce que je peux expliquer ça? Il y a des matériaux qui ont plus de porteurs de charge pour lesquels, lorsque vous injectez un courant, ces particules se déplacent. Les particules positives vont aller, je crois, dans le sens du courant. Si je ne me trompe pas, les particules négatives dans le sens inverse. Je vais devoir encore vérifier ça, mais je crois que c'est dans une page, je crois, la page suivante après celle-ci. Donc, on va voir ça ensemble. Et tous les matériaux n'ont pas cette même capacité. Déjà que tous les matériaux n'ont pas, si on veut compter en termes, si on veut imaginer en termes de nombre, tous les matériaux n'ont pas le même nombre. Mais quand je parle de nombre, je parle de quoi? La vitesse à laquelle ces particules se déplacent détermine une propriété conductive ou capacitive de votre matériau. Ce qui fait que si on veut voir aussi, et là, cette vitesse-là détermine aussi euh, le degré d'atténuation de votre courant dans euh, la structure, le schéma selon lequel le courant qui est injecté va s'atténuer est contrôlé par cette polarisation. Donc, du coup, vous pouvez être dans un domaine où vous avez une difficulté à différencier les matériaux, les couches présentes, parce que les résistivités seules ne vous offrent pas la possibilité de le faire. Et très souvent, certaines personnes combinent les deux. Donc, ils font une tomographie électrique où ils mesurent la résistivité et ils ont une tomographie où ils mesurent la polarisation spontanée et ils travaillent avec résistivité et chargeabilité pour faire une meilleure interprétation. La polarisation, le potentiel spontané, ou alors, je pense aussi que on peut aussi parler de polarisation spontanée. C'est lorsque vous n'avez pas de courant, ça c'est une méthode passive, vous n'avez pas de courant qui est injecté pour provoquer une polarisation, mais vous observez une polarisation qui est naturellement due à l'électricité de surface. Je pense que la dernière fois, on a parlé des matériaux argileux qui ont cette capacité-là de retenir l'eau sur la surface des particules, et à cause de cette eau-là, bref, à cause de cette capacité-là, cette capacité est due aux tensions de surface au courant de surface sur les particules. Donc, certains corps ont cette capacité-là de naturellement produire un électron. Je ne sais pas comment est-ce que je vais décrire ça, les termes, c'est pas un, c'est un, ouais, je vais dire, c'est un courant, mais c'est pas un courant qui est provoqué par une source active, c'est un courant qui est juste provoqué par la nature de vos particules, si je vais dire ça comme ça. Ils appellent ça, oh, le terme m'échappe. Il y a un terme là particulièrement qui met en lien la composition sur euh, euh, le courant électrochimique. Voilà. Donc, vous avez ça, vous avez ça sur vous avez ça sur votre domaine naturellement. Et ce n'est pas la même intensité pour tous les matériaux. Donc, tous les matériaux n'ont pas la même capacité de réagir naturellement, parce que tous les matériaux n'ont pas la même électricité de surface. Certains n'en ont même pas. Maintenant, le truc, c'est que cette, euh, cette propriété-là est parfois tellement faible, je veux dire, comparé à ce que vous pouvez mesurer lorsque vous injectez 800 volts dans le sol. La différence de potentiel que vous mesurez avec le potentiel spontané, parfois, c'est tellement fait que vous avez besoin d'abord d'exciter le corps avec un courant et attendre que le courant là, attendre que l'excitation se dissipe pour mesurer le potentiel. Maintenant, on dit que c'est une méthode passive parce que
principe, vous n'avez pas besoin de l'autre, vous n'avez pas besoin du courant d'injection. C'est pourquoi, si vous placez l'électrode dans le sol, théoriquement parlant, votre résistivimètre, lorsqu'il est en marche, devrait être en mesure de mesurer ces différences de potentiel-là. Mais bon, vous allez conduire, par exemple, une tomographie électrique où vous allez mesurer les résistivités. Et souvenez-vous, tout le câble n'est pas utilisé en même temps. Et en fonction de la configuration que vous avez choisie, il y a une paire d'électrodes utilisées pour injecter et une autre paire utilisée pour mesurer. Pendant ce temps, les autres électrodes ne sont pas utilisées. Ça veut dire que pendant ce temps, les autres électrodes peuvent être utilisées pour connaître ce qui se passe euh, en termes d'électrochimie, donc en termes d'électricité naturelle de surface. Et donc, lorsque je fais passer le courant dans le sol, quand une électrode a fini de mesurer, les autres électrodes sont en train de mesurer le potentiel spontané. C'est ambigu parce que vous ne savez pas jusqu'où est-ce que le courant peut se propager. Vous ne connaissez pas à quel niveau ça va s'atténuer de façon définitive. Donc, ça veut dire que quand vous mesurez le potentiel spontané, même si la méthode est censée être passive, vous avez toujours quand même une excitation due au courant que vous avez injecté dans le sol. C'est pourquoi je disais tantôt que, en théorie, quand vous placez vos électrodes, vous devez être en mesure de mesurer ce potentiel spontané sans courant injecté. Mais dans la pratique, ça se mesure en même temps que la résistivité, en même temps que la chargeabilité. Dans, quand je parlais de polarisation, c'est de ceci que je parlais. Vous avez une roche, ou bien vous avez un corps qui a des particules positives, des porteurs positifs, des charges positives et des charges négatives. Et au passage du courant, les charges positives vont aller dans le sens du courant. Je ne t'ai pas trompé. Au passage du courant, les charges positives vont aller dans le sens du courant. Les charges négatives vont aller dans le sens contraire du courant. Et euh, le degré de polarisation détermine une propriété capacitive du corps. Et puis, c'est utilisé pour lever les ambiguïtés quand vous travaillez avec les résistivités. OK. Donc, oh oui, et naturellement, le potentiel spontané, comme je disais tantôt, c'est aussi une méthode qui joue avec la polarisation, n'est-ce pas? Mais cette polarisation-là, c'est la polarisation naturelle. Ça veut dire que c'est la disposition naturelle que vous avez, ou la capacité naturelle que les particules ont à pouvoir se mouvoir dans le corps sans qu'il y ait un courant qui est euh, induit. Alors, je vais vous poser une petite question et vous allez répondre chez vous ou bien intérieurement. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un déplacement de courant dans un corps sans qu'il n'y ait un- une sorte de magnétisme induit? Donc, je prends un corps, je fais passer un courant dans ce corps. Est-ce que vous pensez que le courant peut traverser ce corps sans induire un champ magnétique? C'est la question. Et théoriquement, c'est presque, je vais m'avancer et dire que théoriquement, c'est aujourd'hui impensable. Naturellement, lorsque vous avez des pôles, lorsque vous avez, lorsque vous avez un dipôle et vous avez un champ électrique qui passe euh, dans le corps, il y a, euh, à cause du déplacement de charge, là, il y a un champ magnétique qui va être généré. Et c'est le principe qui est utilisé par, c'est le principe qui est utilisé euh, par les méthodes électromagnétiques. La seule raison pour laquelle, par exemple, vous avez un champ électromagnétique et puis vous n'avez pas des objets ferromagnétiques qui sont attirés par l'élément qui est à l'origine de ce champ, c'est parce que si vous prenez, je sais pas, si vous prenez un aimant et que vous poncez l'aimant avec un matériau qui peut je sais pas, dératiner et faire une petite limaille, et vous placez la limaille
Vous placez l'aliment là quelque part peut-être même une poudre aliment, ou pour vous pulvérisez le ça devient une poudre. Vous prenez une petite, même une petite pincée comme ça. Vous mettez quelque part et vous prenez une cuillère ou bien une barre métallique. Vous placez à une certaine distance. Rien ne prouve que la barre va attirer la pincée d'aimant que vous avez placée à une distance, tout comme rien ne prouve que la barre va être attirée par la pincée d'aimant que vous avez placée à cette distance-là. Mais c'est pas pour autant dire qu'il n'y a pas un champ créé par l'aimant qui est susceptible d'attirer la barre. C'est juste qu'il y a beaucoup de facteurs qui doivent être communs. Il y a beaucoup de facteurs que vous devez prendre en compte lorsque vous allez vous imaginer l'interaction entre le champ créé par l'élément et puis l'élément qui est ferromagnétique, qui est susceptible au champ magnétique. Donc, comme vous dit, nous avons toute cette capacité à attirer les courants. C'est la même chose avec le champ de gravité. Si vous avez une masse et que vous êtes et que vous êtes dans un... On a tous une masse, on baigne dans le champ gravitationnel terrestre. On est susceptible d'attirer, on est susceptible de s'attirer les uns les autres à cause de cette masse qui nous constitue. Mais le champ gravitationnel dans lequel nous baignons est tellement fort que, je vais dire, comparé au nôtre, il est tellement fort qu'il domine sur ce que nous pouvons, l'interaction que nous pouvons avoir les uns envers les autres, gravitationnellement parlant. Imaginez-vous un peu, je sais pas si l'analogie est stricte, mais imaginez-vous un peu cette analogie avec l'électromagnétisme. Donc, euh, l'induction électromagnétique repose sur ces phénomènes-là. L'induction électromagnétique repose sur la capacité que un corps a à générer un champ électrique ou un champ magnétique quand il est passé, quand il se laisse traverser par un champ électrique ou magnétique. Ça repose sur ce principe-là. La majeure partie des cas, vous avez un transmetteur et un receveur. Et la majeure partie des cas, le chemin, je veux dire, le diagramme fonctionnel, alors le schéma qui essaie de décrire la fonctionnalité ou alors le principe électromagnétique, c'est vous avez une bobine, vous faites passer le courant dans cette bobine. Et le passage du courant va générer un champ électrique, un champ magnétique, et les deux vont traverser un corps qui avait un champ au préalable qui sera perturbé. Et le transmetteur a envoyé le champ primaire et le receveur va mesurer le champ perturbé. Bon, la résultante au champ perturbé qui sera le champ secondaire. Donc, c'est un peu ça le diagramme ici. Le transmetteur envoie un champ primaire qui peut être mesuré directement par le receveur, mais celui qui nous intéresse, c'est le champ qui vient traverser le corps, qui sera perturbé et qui va remonter comme un champ secondaire que le receveur va mesurer. Et le principe se résume à ceci. Donc, je vais passer euh, un champ magnétique et il y aura une circulation de champ électrique. De la même façon que je vais passer un champ électrique, il y aura une circulation de champ magnétique. C'est ça le principe général. Euh, Ici, je vous montre, euh, par exemple, comment est-ce que la corrélation est faite entre la donnée mesurée et puis la structure du terrain. Lorsque vous avez un contraste de matériaux, lorsque vous avez un changement de matière, le changement de matière va provoquer un changement dans la conductivité. J'aime toujours dire résistivité, mais c'est la même chose. Le changement de matière va provoquer un changement dans la conductivité et vous allez pouvoir lire ça sur votre cours parce que la majeure partie du temps, quand vous faites une mesure euh, sur le terrain avec les appareils d'induction électromagnétique, ce sont des courbes comme celle-ci que vous avez sur votre instrument. Et puis, quand vous traversez un corps étranger localement, ça veut dire, étranger localement, comme vous dire, si j'étais en train de marcher sur une formation ici, dès que je traverse une nouvelle formation, j'ai une signature de cette nouvelle formation-là. Lorsque je reviens sur le corps précédent, par exemple, comme ici, j'ai encore la signature propre au corps précédent. Et lorsque je suis dans une nouvelle zone, j'ai une nouvelle signature. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne.
Et ce que je voulais montrer ici, c'est il existe dans ce lien-là il existe ce lien entre les, il existe ce lien entre les différentes méthodes. Et très souvent, ces méthodes sont combinées pour pouvoir diminuer les ambiguïtés rencontrées lorsqu'on procède à l'interprétation des données collectées sur le terrain. Donc, ici, vous allez voir le potentiel spontané. Et en haut, c'est les mesures de conductivité. Une autre chose que je vais mentionner, les méthodes électromagnétiques peuvent être implémentées dans le domaine fréquentiel et dans le domaine temporel. Donc, c'est la même approche, sauf que dans le domaine temporel, qu'est-ce que vous étudiez la variation, par exemple, de la conductivité au fur et à mesure que vous êtes en train de mesurer vos données dans le domaine, bon, la courbe en fait. Dans le domaine fréquentiel, c'est comment est-ce que la conductivité change avec la fréquence qui est généralement attribuée à la profondeur d'investigation. Parce que différentes fréquences, pour différentes fréquences de signal envoyé, on a une différence de pénétration dans le sol. Donc, et une autre méthode qui fait usage de l'électromagnétisme que nous n'avons pas abordé ici aujourd'hui, mais que nous comptons aborder, c'est pourquoi il est important pour vous de vous abonner à nos plateformes, c'est la prospection radar. Le, L'instrumentation radar utilise les ondes de radio. Les ondes de radio correspondent à un champ de spectre spécifique dans le spectre des ondes électromagnétiques. Et puis, ces ondes sont capables de pénétrer jusqu'à, je sais pas, centaines de kilomètres, centaines de mètres, allant de centaines de mètres pour des kilomètres de pénétration en fonction de la conductivité du du domaine d'investigation et aussi euh, en fonction de la fréquence que vous avez choisie parce que la prospection radar aussi repose sur le choix de fréquence. Par exemple, si vous faites une prospection radar avec des antennes de 250 MHz, vous ne pouvez pas aller, en fait, théoriquement parlant, vous ne pouvez pas aller plus loin que 5 mètres. Donc, vous allez prospecter de la surface jusqu'à une profondeur de 5 mètres. Pour aller en-dessous de 5 mètres, il vous faut quelque chose comme une gamme d'antenne de 100 MHz ou 50 MHz. Il faut réduire. Quand vous réduisez la fréquence du signal transmis, vous augmentez la pénétration du signal. On a du signal. Du signal. OK. Donc maintenant, où est-ce que l'agriculture entre en jeu ici? Vous vous souvenez, la dernière fois, nous avons commencé cette conversation en parlant de porteurs de charge, en faisant un lien entre ces porteurs de charge et les métaux lourds que vous pouvez avoir dans votre zone agricole, dans votre champ. Et nous avons dit que avec la résistivité, il est possible d'identifier les zones où ces porteurs de charge sont concentrés et les zones où ces porteurs de charge ne sont pas concentrés. Une petite clarification ici, je ne dis pas qu'avec les méthodes électriques, vous pouvez vous passer de l'échantillonnage du sol pour faire une analyse géochimique et connaître les éléments minéraux qui sont présents dans votre zone. C'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis, c'est que vous pouvez avoir une bonne couverture avec la géophysique et puis avoir les zones clés que vous allez appeler par exemple des zones critiques. Vous allez maintenant partir échantillonner et envoyer vos échantillons au laboratoire pour analyser ce qui se passe dans ces échantillons-là. Revenir maintenant faire une conclusion générale sur les données en général. Parce que très certainement, vous allez pouvoir faire la corrélation entre les groupements, leur teneur et les propriétés électriques que vous avez mesurées avec la géophysique. Dans l'électromagnétique, maintenant, c'est quoi? L'agriculture, c'est quelque chose qui concerne quoi?
peut-être 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, 10 mètres. Donc, imaginez un peu l'épaisseur de terrain que vous utilisez pour l'agriculture. Vous allez voir que vous n'avez pas besoin d'une méthode qui pénètre à 80 mètres. Vous n'avez pas besoin d'une méthode qui pénètre à 100 mètres. Vous avez besoin d'une méthode qui pénètre peut-être à 5 mètres, mais qui vous donne un détail vraiment fidèle de ce que vous avez dans ces 5 mètres-là en termes de conductivité électrique. Les méthodes de résistivité sont bonnes, mais en termes de pénétration, mais en termes de résolution, le long de ces pénétrations, elles ne sont pas meilleures comparées aux méthodes d'induction électromagnétique. Les méthodes d'induction électromagnétique sont bonnes en termes de résolution dans leur pénétration, mais ne pénètrent pas très en profondeur. Ça veut dire que vous allez avoir peut-être un instrument comme le EM38, M42 qui va pénétrer dans les 2 mètres, voire 4 mètres au trop. C'est pas grand chose, mais pour l'agriculture, c'est suffisant. Et puis, dans ces 4 mètres-là, vous avez une très bonne résolution si vous avez un bon instrument. Du coup, maintenant, ce que vous faites, c'est quoi? Vous avez la résistivité que vous avez mesurée, vous avez la vidéo que vous avez mesurée, vous avez aussi maintenant la conductivité mesurée à l'aide d'un appareil utilisé pour l'induction électromagnétique. Et qu'est-ce que vous faites? Vous combinez les deux pour comprendre la propriété électrique de votre horizon qui fait 5 mètres ou alors 4 mètres. C'est pas trop. Et puis, lorsque vous avez identifié les zones clés dans cet horizon de 5 ou alors 4 ou 6 mètres, vous faites un échantillonnage. Vous avez vos échantillons peut-être de sol maintenant que vous pouvez analyser. Et vous allez avoir des documents, vous allez avoir des, je sais pas, des associations minérales. Vous allez avoir ces éléments-là avec leur concentration, leur teneur. Vous allez avoir des interprétations qui seront plus claires. Et à cause des méthodes électriques que vous avez implémentées, vous allez couvrir une plus grande surface en dépensant moins en termes d'analyse d'échantillons de sol. Donc, c'est en fait ça l'idée quand nous pensons aux méthodes électriques dans le domaine agricole. Jusque-là, ça reste encore vague. Jusque-là, c'est pas encore concret. Il n'y a pas encore de données. Il n'y a pas encore un process pour traiter ces données. On n'a pas encore parlé des méthodes je sais pas, de calcul, je sais pas trop quoi. Comment est-ce qu'on on observe le changement de conductivité de la surface à 5 mètres de profondeur? Une chose que je veux juste ajouter avant qu'on ne se passe, c'est que les méthodes de conductivité, les méthodes d'induction électromagnétique mesurent ce qu'on appelle des valeurs convolues. Donc, ce sont des valeurs qui sont en quelque sorte compressées dans un seuil de profondeur. Et ce seuil de profondeur est contrôlé par l'espacement entre le transmetteur et le receveur. Donc, pour un espacement, en fonction de l'appareil que vous utilisez, en fonction de la fréquence du signal transmis et en fonction de l'espacement entre les deux, vous pouvez avoir un espacement qui permet de, d'enfuir le courant jusqu'à 0,5 mètres, un espacement qui permet d'enfuir le courant jusqu'à 1 mètre, un espacement qui permet d'enfuir jusqu'à 1,5, et ainsi de suite. Mais tout ça est contrôlé par l'espacement entre le transmetteur et le receveur et la fréquence de transmission, la fréquence du signal. Donc, n'oubliez pas ces deux composantes-là. Dans les prochaines vidéos, ce que nous allons faire, c'est que nous allons avoir une petite base de données synthétique, un petit problème à résoudre, une petite implémentation et comment est-ce que, et juste pour clarifier les choses, les données d'échantillon de sol que nous allons manipuler seront aussi des données synthétiques. Donc, rien de ce que nous allons faire euh, aura une certaine authenticité en termes de réalité de terrain. Mais nous allons faire cela afin que vous voyez un peu comment est-ce que ça peut être implémenté dans un vrai cas de figure. D'ici là, je vous dis, portez-vous bien et j'espère vous revoir très bientôt sur nos plateformes. Ciao.